Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une nouvelle dont on attendait un développement déjà depuis un petit bout, Mario, alors qu'on avait appris là, dans les dernières semaines, le 21 mars dernier, un décès dans une garderie. Là. On se comprend, c'est pas quelque chose qui est censé arriver. Alors à chaque fois qu'on a une nouvelle de ce genre-là, mais on veut des explications puis rapidement. Puis on avait su quelques jours après que la police était là-dedans avec une enquête de nature criminelle là, sur le service de garde en question, là, sur les personnes qui s'en occupaient. Voilà, on savait qu'il y avait eu des accusations. Au départ, c'était voie de fait et bris de promesse qui avait été déposé, entre autres, contre une intervenante, Mme Gunwin Kiwangala Mubwaka. Et là, elle voit son dossier s'alourdir, puis pas à peu près, Mario, parce qu'on dépose des accusations de meurtre deuxième degré là, qui viennent s'ajouter à tout ça. On se comprend bien, donc, de meurtre du poupon. Et pour le co-accusé, qui est le propriétaire là, de la garderie en question, mais on a également des accusations qui s'alourdissent contre M. Ndele, lui qui devient aussi accusé de complicité après le fait. Là. Puis on se comprend, la première accusation qui était tombée sur eux, celle de bris de promesse, c'est parce qu'ils ont été arrêtés, là, on se comprend, pour le propriétaire. On était à Montréal, alors qu'on avait reçu comme ordre de la Cour de ne pas quitter le district de Québec. C'est ça. Exactement. Donc, c'était ça les premières accusations qui étaient tombées contre ces gens-là et qui sont maintenant accusés de crimes beaucoup plus graves. Le problème, Mario, c'est qu'on n'a aucune nouvelle. Vraiment, la star. Mais c'est qu'on n'a aucune information sur les circonstances dans lesquelles cet enfant-là est décédé. Là. Est-ce qu'on l'a retrouvé... La version officielle, la version des paramédics, une chute, on ne sait rien sur les circonstances du décès de l'enfant. Donc, on reçoit les accusations, on peut même pas se faire une idée ou essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Mais on comprend que le DPCP, lui, s'est fait d'une idée. Mais nous, on peut pas s'en faire une. On sait qu'elle avait la garde de bébé, c'est une garderie en milieu familial, mais on sait pas ce qui s'est passé du tout. On risque d'en apprendre plus là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours aussi, Mario, au fur et à mesure où le procès là, va s'enligner pour débuter. On sait là, ce qu'on sait, le peu d'informations sur cette histoire-là. C'est une garderie qui était accréditée par le ministère en bonne et due forme. On sait que les paramédics sont arrivés pour un enfant inconscient sur place, l'ont emmené en ambulance, tenté des manœuvres de réanimation tout le long. Rendu à l'hôpital, malheureusement, on a dû finir par constater son décès. Donc, reste à voir là, les circonstances, entre autres. Mais comme tu le dis, si on semble avoir des preuves assez solides pour une accusation de meurtre, mais c'est qu'il doit y avoir motif derrière tout ça. À suivre. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, mais on a des nouvelles des fameuses opérations policières pour retrouver les véhicules volés à Montréal puis dans le reste du Canada, Mario, mais surtout des nouvelles de ce qui se passe dans le port de Montréal lui-même, là, parce que c'est comme le secret de Polichinelle depuis le début de cette histoire-là. Ça passe par le port de Montréal, le trafic de voitures, des conteneurs qui sont parfois difficiles dans le protocole à aller ouvrir, à aller chercher, à aller perquisitionner, dans lesquels transitent pour toutes sortes de marchés des véhicules. Denis Thériault m'expliquait un matin que parfois, parce que là, les véhicules, ils viennent, là, ça fait partie de la nouvelle, ils viennent beaucoup de l'Ontario, que des fois, ils embarquent direct sur un train là-bas. C'est que le véhicule est volé, puis en peu de minutes, il est déjà dans un conteneur sur rail, là, au train. Il est déjà passé sous le nez de l'Agence des services frontaliers, dans le fond, au chemin de fer, là, la compagnie de chemin de fer. Puis, après ça, il n'y a plus jamais personne qui est comme... il suit son chemin, là, puis du train, il est amené le conteneur, il est mis sur un bateau ensuite, il est déposé au port de Montréal, il est rembarqué sur un bateau. Puis, de fond, dans les minutes qui suivent le vol de l'auto, là, très rapidement, il est déjà dans un conteneur, dans un train, puis je vais le mettre du point de vue des bandits, là, il est déjà en sécurité. Là. Tu comprends? Il est déjà... Il n'y a plus personne qui s'en va fouiller là-dedans. Puis... Il est parti. Là. Dans leur tête, il est déjà en chemin vers l'Afrique. Là. Et puis personne, sauf peut-être quelques policiers qui ouvrent quelques mais là, conteneurs. c'est ça qui a changé maintenant. Oui, on parle de 390 conteneurs inspectés, entre autres, par la police. Là, c'est la conclusion qui a été révélée aujourd'hui, entre autres, par la police provinciale de l'Ontario en collaboration avec les services des agents frontaliers, mais aussi les corps policiers du Québec. On se comprend bien. Et des corps policiers. Il y avait 4 corps policiers majeurs de la banlieue de Toronto. Non, mais c'était toute une conférence de presse un matin. Un paquet de monde de hauts dirigeants de la police de l'Ontario qui étaient à côté, là, qui sont venus faire la conférence de presse à côté du port de Montréal. Voilà. Et dans ces conteneurs qu'on a ouverts, on a trouvé quelque chose comme 598 véhicules volés différents. Mario, une valeur marchande, 34,5 millions de dollars là, en véhicules volés. C'est ce qu'on dit. Donc, on comprend beaucoup de véhicules probablement de luxe aussi qui se retrouvaient au travers de tout ça. Puis 75%
de ces véhicules-là proviennent de l'Ontario. Là. Fait que c'est vraiment pas le port, par exemple, là, de Toronto. On n'est pas proche des Grands Lacs, par exemple, dans notre ville ontarienne. On n'est pas de ce côté-là du tout quand on essaie de transiger. Non, c'est vraiment par le port de Montréal qu'il y a un accès direct ou presque. Mais semble-t-il que pour certains, c'est quand même des Montréalais qui font le vol, là. Oui. C'est-à-dire que c'est des Montréalais qui partent, qui vont voler des véhicules dans la banlieue de Toronto, puis qui les ramènent au port de Montréal. Ou directement des sur un voleurs train. ontariens, mais il y a aussi des voleurs montréalais. Et il y a un des vols, là, semble-t-il, sur lequel la police était particulièrement sur les dents. Il y a un de ces vols-là, c'est une camionnette qui a été volée vraiment à pointe d'une arme. Donc le type arrêté là, à un stop ou un feu rouge. Oui, des affaires de jeux vidéo. En anglais, ils appellent ça le carjacking, c'est-à-dire une espèce d'attaque pour prendre le véhicule. Donc, à la pointe du fusil, tu es assis au volant, tu débarques, on prend la place, on te laisse sur le trottoir, puis on part avec le véhicule. Exactement. Donc, c'est des cas qui ont été rapportés comme ça. Pour l'instant, c'est ça un peu l'espèce de point noir, là, de tache noire, si on veut, là, sur ce dévoilement aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas d'arrestation liée directement avec là, ces découvertes de véhicules. Je pense qu'il faut dire pas encore d'arrestation, parce que si on a récupéré autant de véhicules, on savait quel conteneur ouvrir. Ça veut dire qu'on sait des petits bouts, là. D'après moi, on va être capable d'attacher des ficelles, d'attacher ça à des gens, là. C'est ce que disait la police aujourd'hui, Mario, en disant que c'est un chaînon tellement essentiel là, de toute cette industrie criminelle-là, d'être capable de les envoyer dans d'autres marchés, en Afrique, en Asie, en Europe et ailleurs, mais que de juste frapper à cet endroit-là, mais ça va amener un avantage aux policiers. Mais probablement qu'à cette étape-ci, une fois que la police semble sérieuse à vouloir s'attaquer à tout ça, probablement là, qu'ils vont volontairement laisser passer certains conteneurs de véhicules, mettre des mouchards, mettre des GPS pour pouvoir les... Parce que si tu veux attraper les réseaux, si tu veux attraper les vrais boss, voir où ce qui, à un moment donné, c'est une des façons de les piéger aussi, là. C'est de faire semblant que ce véhicule-là, tu l'as pas vu, puis de le traquer, là. Ouais. En tout cas, les policiers ont le support politique, Mario, pour le faire, et donc Absolument. l'argent qui va venir avec. Absolument. J'avais pas fait l'exercice. T'as posé une question intéressante sur la valeur 34,5 millions pour 598 véhicules, valeur moyenne 58 000. Je viens de faire le petit calcul avec ma calculatrice. 58 000. Fait que, je sais pas s'il les calcule valeur à neuf, là, la valeur d'achat du véhicule à neuf. Je suppose que non. Il parle d'une valeur marchande. Donc, je suppose qu'un véhicule d'un an, là, ça veut dire que c'est quand même... C'est du beau véhicule, là. C'est une bonne moyenne au bâton, Mario. On peut dire ça comme ça. C'est ça qu'on vole. C'est du véhicule de qualité. Mais je sais que on se dit tous, le gouvernement fédéral, il aurait dû commencer à s'en occuper avant. Puis moi, je suis le premier, je trouve que dans le fond, l'allègement des peines de prison là, du gouvernement Trudeau, c'est une des choses qui encourage la criminalité. Mais il reste que pour Justin Trudeau, son sommet sur le vol de voitures. Je me mets pour la population. Depuis que le gouvernement Trudeau a organisé ce sommet sur le vol de voitures, on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Oui. On sent quand même... Tu sais, ça veut dire ça... Il y avait déjà les compagnies d'assurance qui hurlaient, il y a l'opinion publique qui commençait à se fâcher, il y a les médias qui avaient embarqué. Tu sais, ça venait de partout, là, le besoin de faire quelque chose. Mais, perceptuellement, depuis que le gouvernement Trudeau a organisé en tout début d'année ce grand sommet sur le vol de voitures, je veux dire, c'est Ontario, Québec, la police de l'Ontario qui a établi un poste de commandement à Montréal. Ça travaille main dans la main avec la police de Montréal. La conférence de presse, ils sont partis de la banlieue de Toronto. Tu sens que les corps policiers prennent ça très au sérieux. Tout le contraire de ce qu'on voyait l'année passée où on nous disait « Ah, ben, tu sais, c'est pas un crime violent. Là, ils partent avec le char, mais il n'y a pas de blessés. Nous autres, là, notre priorité va au crime sur la personne, au crime violent. » Il y a comme eu, disons, un changement d'attitude passablement remarquable en quelques mois. Actualité. Nouvelle étrange dans le milieu culturel, Mario, qui était au départ passé un tout petit peu sous le radar puis qui a attiré l'attention des médias aujourd'hui. C'est un groupe de musique metal hardcore que peut-être que le grand public ne connaîtra pas, qui s'appelle Guntwe et qui devait participer au festival de musique Alien Fest de Lassar, qui se trouve en Abitibi-Témiscamingue. Jusque-là, pas de problème. Mais c'est arrivé rapidement alors qu'ils ont appris qu'ils ont été ni plus ni moins que décommandés du festival avant que ça commence. Un événement qui a par la suite lui-même, là, le festival, été annulé le 1er avril, donc lundi, sans vraiment d'explication autre que il y aurait eu des conflits entre les commanditaires de l'événement puis certains participants.
Et ce qu'on apprend par la suite, c'est que c'est des pressions qui auraient été faites directement par l'organisateur de l'événement qui a pour commanditaire principal l'entreprise Métal Marquis. L'entreprise Métal Marquis qui font toutes sortes de produits, équipements métalliques, mais qui ont entre autres, comme client principal ou presque, la fonderie Horn. Le problème, c'est que Guntway, comme groupe, fait des chansons excessivement critiques et acerbes envers la fonderie Horn elle-même et la pollution qu'elle fait sur le territoire des gens d'Abitibi-Témiscamingue depuis des années. Et là, à cause de ça, ils apprennent qu'ils sont annulés d'un festival, Mario. Mais quelle histoire! Ouais, c'est ça la réalité. Hein? Moi, je trouve, sur le plan de la liberté d'expression, même le commanditaire fait une erreur. Là. Tu laisses passer. Si ce groupe-là chante la fonderie Horn, puis il y a du monde qui la dénonce depuis des années, puis ils ont droit à leur liberté d'expression. Mais, et donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est une erreur pour tout le monde. On aurait dû laisser le groupe chanter. Oui. Mais c'est le principe des petits festivals. T'es en région, puis c'est un rappel que... je sais que de Montréal, tout le monde se dit... tout le monde a l'impression qu'en Abitibi, la fonderie Horn, c'est juste un gros pollueur, puis tout le monde les haït. Non. Je veux dire, Québec solidaire a fait campagne contre la fonderie Horn, puis ils ont perdu à plate couture dans la ville de Rouyn-Noranda. Oui. C'est ça la réalité. Là. Pour le monde, oui, elle a la Horn, elle pollue. Oui, ils veulent que le gouvernement serre les règles, mais pas au point de la faire fermer. Là. Il faut améliorer la performance environnementale, mais ça fait vivre beaucoup de familles, des centaines d'emplois payants. Plus, là, tu parles de Métal Marquis, mais là, des Métal Marquis, t'en trouverais des petits sous-traitants comme ça dont le plus gros client, c'est la fonderie Horn. T'en as un puis un autre, là, à Rouyn-Noranda, puis dans toutes les villes et villages environnants comme La Sarre. Oui, mais de là à venir quand même jouer sa liberté d'expression. C'est gros. C'est venu chercher, entre autres, le chanteur du groupe de Guntway, c'est M. Simon Turcotte, qui était un peu plus tôt ici à Cube, Marion, en entrevue, venu parler avec notre collègue Sophie Durocher pour expliquer un peu sa version de l'histoire. Puis comment il a pris ça. d'Abitibi. Oui, c'est un groupe de là. Puis lui, entre autres, Marion, on peut comprendre, là, c'est un homme qui a eu 5 cancers qui se trouve sur le territoire, donc de la fonderie Horn, et qui a même été amputé d'une jambe, qui est unijambiste à la suite de tout ça. Je laisse Mario nous expliquer un peu, raconter, lui, son point de vue sur l'affaire. Que peu importe si la fonderie a commandé ça ou pas, ça n'a même plus d'importance rendu là. Il y a un climat de peur pareil. Personne n'ose critiquer la fonderie Horn. Nous, on le fait très ardemment, vu mon vécu personnel. Bien sûr. Puis on se ramasse dans cette situation-là qu'on trouve complètement surréaliste. Surtout que le festival est complètement annulé. Ça, on l'a pas vu venir, puis Oui, le festival qui a été complètement annulé. Donc mais il y a un bout qui me manque entre l'annulation d'un groupe dans le festival puis l'annulation complète du festival. Il y a comme un bout qui m'échappe, là. Oui, on dirait que ça a comme pris une ampleur, puis soudainement que ça commence à attirer de l'attention, ça a porté les organisateurs du festival à ni plus ni moins que tirer la plug. Parce que ce qu'ils disent, Mario, dans leur communiqué, des conflits d'intérêts entre nos commanditaires et des participants. C'est ce qu'ils évoquent pour avoir annulé tout bonnement le festival par la suite. Donc, bien étrange histoire qui peut être écoutée ici à Cube. D'ailleurs, Simon Turcotte qui vient vraiment expliquer tout ce qui pousse, tout ça, et qui explique aussi le sens militant de ses chansons. Tout savoir en 24 minutes. Bon, une autre journée, Mario, une autre journée qui précède le dévoilement du budget au fédéral, qui dit autre journée ouvrable, dit nouvelles annonces. De M. Trudeau? Ben oui, puis des annonces qui s'accompagnent de 20$, non, mais là, 30$. Ils sont en campagne électorale aujourd'hui. Ce matin, à LCN, on a mis ça sur une carte du Canada, là. Il y avait des annonces comportant 2 ministres ou plus. Puis là, je mets de côté le premier ministre qui était, je pense, à Toronto aujourd'hui, mais des annonces, tu avais 2 ministres à Gaspé, tu avais 3 ministres à Gatineau, tu avais 2 ministres à Edmonton, tu avais 2 ministres à Winnipeg, tu avais un autre 3 ministres, j'oublie, dans une autre ville de l'Ontario. Je veux dire, d'un bout à l'autre du Canada, là, des annonces. Puis chacune, quand je dis des annonces, c'est des grosses conférences de presse. Donc, c'est pas un hasard, là. Tout ça est orchestré, planifié dans une opération pour le gouvernement Trudeau pour reprendre le contrôle de la discussion politique, remettre leurs priorités à l'avant-plan, enlever le tapis là, sous les pieds de Pierre Poilievre. Oui, puis leur tentative se porte essentiellement pour l'instant sur le logement, là, alors qu'on annonce une bonification du programme de prêt pour la construction d'appartements. Et là, une bonification, Mario, de 15 milliards de dollars qui est annoncée par Justin Trudeau aujourd'hui. Donc, encore une fois,
du gros cash. Mais je pense ça, qu'on peut par le dire contre, comme ça. il faudrait voir, c'est pas un déboursé de 15 milliards. Là. Il garantit des prêts, puis Ouais. ça, c'est un déboursé pour le gouvernement, il n'y a pas de doute. Mais c'est pas comme s'il sortait dans une année, il décaissait 15 milliards. Sauf que les 2 dernières journées, les remarques sur les annonces, c'est que le gouvernement semble en voie de financer des projets. Tu sais, ils ont présenté là, une espèce de catalogue là, tu sais, de plans de maison déjà faits. Et là, c'est comme si le gouvernement dit, ben garde, là, moi, si tu construis, moi te financer, là, mais si tu construis les maisons qui sont dans mon catalogue, dans des quartiers comme je les veux, moi, j'aime pas ça des parkings pour les autos, faut pas t'en mettre. Donc, le gouvernement, ce matin, Emmanuel Ladreverse parlait quasiment de l'Allemagne de l'Est, là, tu sais, Ouais, c'est bizarre, hein? non, mais des anciens modèles communistes planifiés, là, où le gouvernement décidait, bon, ben là, regarde, ben là, les blocs, là, ils vont être gris, ils vont être carrés, ils vont être de telle manière, puis ça va être de même d'un bout à l'autre du Canada. Sans exagération, là, c'est clair. On parle de centralisation dans le sens que le gouvernement est centralisateur versus les provinces. Mais c'est quasiment une centralisation de l'activité économique elle-même, là, incluant le modèle de bloc qu'on construit. Oui, ça reste à voir, Mario, exactement, si on va se ramasser avec des blocs comme ça. Mais dans tous les cas, c'est vraiment, comme tu le dis, une tentative, là, quasiment une pré-campagne électorale que mène M. Trudeau. Mais ça marche, là, ils sont omniprésents dans l'actualité ces jours-ci, d'un bout à l'autre du Canada, comme jamais. Et Pierre Poilievre, on attend beaucoup moins d'espace. Là. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. As-tu pu goûter, Mario, au foufou sauce graine? Non. Non? Non. Non, ben écoute... J'ai vu la vidéo promotionnelle, le foufou sauce graine. Oui, ben les vidéos, faudrait dire, parce qu'il y en a beaucoup, là. Ça circule, c'est la nouvelle tendance de l'heure. Puis tant mieux pour le restaurant Belle Afrique de Montréal-Nord, là, qui se fait donner de la pub gratuite, honnêtement, par toutes sortes de gens, de particuliers, d'influenceurs qui vont sur place pour goûter là, ce repas africain à base, là, je pense que c'est de la graine de palmier qui est utilisée pour faire ce mets-là, qui fait fureur. Fureur à un tel point, Mario, que François Legault, le premier ministre du Québec, s'est essayé lui-même comme critique culinaire. Hey, on écoute ça un tout petit peu pour se faire plaisir. Monsieur Legault va goûter au Foufou sauce graine. du restaurant Belle Afrique. Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées, mais non, c'est comme une espèce de fromage doux. Habituellement, on mangerait ça avec ses mains. Oui. Mais, bon, je veux pas faire jaser pour bien, donc c'est pour ça que j'ai une fourchette. Donc, je m'essaye. Est-ce que c'est ça qu'on fait quand on est vraiment bas dans un sondage, dans l'opinion publique, Mario? Ben, oui et non. Hein. Il se remontera pas avec ça, mais je pense que François Legault, son entourage, sont à l'étape de faire des choses sympathiques pour baisser le niveau d'agressivité. Parce que, je me rappelle... Moi, j'ai en tête, par exemple, cet automne, il s'en va à la période de questions. Il y a une grève des enseignants et il dit, moi, je voudrais que les enfants retournent à l'école. Puis là, ben, si t'écoutais les commentaires là, en 24 heures sur les réseaux sociaux, des commentateurs politiques, là, tu dis, c'est comme si François Legault, c'est un malade mental. Là. Il a perdu les pédales. Il a dit qu'il préférerait que les enfants aillent à l'école. Je veux dire... C'est pas très extrémiste. Non! Préférerais que les enfants aillent à l'école. Moi aussi, je préférais que les enfants... Donc là, tu te dis... Il y avait un niveau, il s'est développé à son endroit. C'est comme si on est passé d'un extrême à l'autre. Là. Pendant la pandémie, il disait n'importe quoi, même une erreur. Là, Tout le monde était là, bravo, bravo. Puis Puis c'est bien. toutes les erreurs étaient pardonnées. Puis là, on est passé à un extrême où il dit n'importe quoi. Puis c'est comme, il n'y a même plus le bénéfice du doute. Même s'il dit quelque chose qui est bon, ben là, c'est la façon qu'il le dit, c'est le ton, c'est le mot qu'il a choisi. Il n'y a plus jamais rien de correct. Mais je pense qu'il veut faire baisser ce niveau d'agressivité, ce niveau de tension, entre autres parmi les médias, mais aussi dans la population, parmi des influenceurs. Là, et juste ramener les gens à calmez-vous. Là, on mange de l'africain ensemble, on a bien du fun. Puis des fois, mon gouvernement fait des bons coups, des fois des moins mauvais, mais lui doit retrouver comme premier ministre une espèce de minimum d'écoute, minimalement le bénéfice du doute qui puisse lui permettre d'être entendu ou que son message soit écouté. Là. Économie. C'est-tu bon, la sauce graine? J'ai pas pu goûter encore, mais là, je t'avoue que, tu vois, toute cette frénésie autour du plat, ça me donne le goût d'aller essayer, là, je t'avoue. Puis pour le restaurant Belle Afrique, là, ce qui paraît, il y a une file dans la rue là, devant la porte. Là. Les gens ne s'en tannent pas, Mario. Bon. Il va falloir qu'on en fasse venir en studio, je pense. Penses-tu? On devrait. Mais ça doit être bon.
Petite dégustation directe avec un autre politicien. On pourrait Moi, je suis inviter toujours... Pierre Poilievre à manger du foufou sauce graine. Je pense que lui, il est pas essayeux ces temps-ci, là. Non, Il se voit en avance, mais pas de risque. S'il n'y a pas de juste inflation ou de taxe carbone. Pas de risque. Pas de risque. Aujourd'hui, c'était les 6 mois, Mario, du début, si on veut, de l'apparition, de l'arrivée de Nordvolt, ici en territoire québécois. Et pour ce faire, on avait droit à une conférence de presse. Le PDG Paolo Cerruti de Nordvolt Amérique du Nord qui était sur place aussi pour parler aux médias, faire preuve de transparence. En gros, là, ce qui a été beaucoup reproché à Nordvolt, mais on essaie de faire exactement le contraire, de garder les gens au courant. Mais en donnant des entrevues aux médias, un détail intéressant qui est ressorti de tout ça, Mario, que nos collègues du journal ont posé comme question à M. Cerruti. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on anticipe négativement le retour de Donald Trump aux États-Unis? On peut se demander, c'est quoi le lien avec tout ça? C'est que les programmes qui financent à grands coups d'argent les autos électriques un peu partout en Amérique du Nord, mais ça provient beaucoup des politiques de Joe Biden, là, entre autres, mais de ces programmes là, du Reduction Act sur l'inflation, là, le Inflation Reduction Act. Et lui a exprimé des véritables soucis, Mario, préoccupations, que M. Trump revienne puis décide de mettre la hache là-dedans. Là. C'est à ce point-là que pourrait avoir des répercussions jusqu'ici. Mais moi, je pense pas que c'est une tendance. Présentement, là, d'abord, le secteur de l'auto électrique est au ralenti. Déjà, même avec les aides de Biden, c'est un rappel qu'il y a un marché. Là, il y a eu comme un gros taux de croissance, une grosse progression. Comme toutes les choses, là, c'est cyclique. Là, il y a une espèce de recul. Mais là, par contre, le prix de l'essence, le baril est à 85$ l'après-midi. Là. Tout ça est cyclique. Et donc, moi, je pense que l'auto électrique est installée dans le sens qu'elle est là, ça va augmenter, mais c'est pas... En économie, il n'y a aucune ligne droite. Là. Mettons, l'inflation a monté en dents de scie, elle redescend en dents de scie, l'auto électrique s'installe, mais en dents de scie. Là, il y a un ralentissement. Est-ce que Trump va vraiment arrêter ça? Puis j'inclus dans mon raisonnement, mettons qu'il enlevait des mesures d'aide, puis qu'il enlevait des mesures de subvention. Est-ce que les gens vont arrêter d'acheter des autos électriques? Je pense pas. Ça va peut-être ralentir, ça va peut-être faire vivre une mauvaise année, les prix vont s'ajuster. Quand quelque chose est dû pour arriver sur les marchés, il arrive avec ou sans les politiciens. Donc, moi, je m'inquiéterais pas trop. Par ailleurs, moi, j'ai aimé la conférence de presse d'aujourd'hui pour une chose. Et c'est à date ce qu'on a vu de Nordvolt pour l'essentiel, c'est que c'est le patron lui-même qui répond. Paolo Cerruti, c'est le boss de Nordvolt pour l'Amérique du Nord. Et il connaît son dossier. Il s'est planté. C'est pas compliqué. Il s'est planté devant les journalistes. Il a dit posez-moi des questions. Puis il répondait. Et ça. C'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Hein? C'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Souvent, on va envoyer des gens de relations publiques, mais si on leur pose des questions plus financières ou plus techniques, ils vont dire moi, je suis pas autorisé à répondre. Je suis juste le responsable des communications. Là, t'as le PDG pour l'Amérique du Nord. T'as le vrai boss, le vrai patron. Et. Ça s'entend qu'il connaît son dossier. Dans le sens, c'est pas juste comme un administrateur qui aurait été embauché. C'est quelqu'un qui vient du domaine des batteries électriques, il vient de chez Tesla, il vient de ce secteur-là, puis il est dedans. Là, il connaît les finances du projet, il connaît la construction de l'usine, il connaît la technologie des batteries. Fait que sur toutes les questions, ceux qui avaient des véritables questions ont pu obtenir des réponses. Là. Le Monde. Un énorme dossier qui a été publié aujourd'hui par un magazine qui est à la fois israélien-palestinien, qui comporte des journalistes de ces deux camps-là, qui s'appelle le Plus 972, le Plus 972 Magazine, qui publie une énorme enquête qui a été reprise par plusieurs médias aujourd'hui, dont The Guardian, éminent média britannique, qui dit avoir eu, eux, dans leurs mains directement, les rapports et les témoignages directs non censurés des témoins dans cette histoire-là. Et quelle histoire, Mario, qui vient parler de l'utilisation par Israël en ce moment, là, dans ses bombardements et sa campagne qui est menée contre la bande de Gaza suite, évidemment, aux assauts du 7 octobre sur le territoire israélien, et des assauts, des bombardements qui utilisent en grande partie l'intelligence artificielle pour trouver des cibles, créer des cibles, les désigner, les suivre jusque chez eux. Quand on dit des cibles, des individus là, liés au Hamas ou plus ou moins liés au Hamas ou des joueurs importants du Hamas, qu'on dit, celui-là, il faut aller le chercher. Il faut le trouver, puis il faut l'éliminer. Voilà, mais de trouver des cibles aussi. Là, juste de trouver des gens qui pourraient être liés au Hamas. Et on parle au début, entre autres, là, de l'assaut qui a été mené. On parle de jusqu'à 37 000 Palestiniens qui étaient ciblés comme ça par une espèce de cote donnée par l'intelligence artificielle qui disait, par exemple, là, selon certains critères, est-ce que c'est quelqu'un qui change souvent de téléphone? Est-ce que c'est quelqu'un dont on parle à trace souvent? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans un groupe de messagerie, quelqu'un qui a déjà
déjà été affilié au Hamas. Tout ça donnait une espèce de cote, permettait d'établir... Un pointage. Oui, un pointage, littéralement sur 100, permettant d'établir, avec une marge d'erreur qui vient avec l'intelligence artificielle, Mario, ben, qui on devrait bombarder puis qui on ne devrait pas bombarder. Puis encore plus loin, un autre système qui s'appelait Where's Daddy? Où est papa? Littéralement, c'est le nom de cette IA-là qu'on lui a donné, qui permettait de suivre jusque chez eux les cibles en question parce que c'était plus facile. Ce sont les témoignages de l'intelligence israélienne qui ont été écoutés dans ce documentaire-là, dans ce reportage-là, attendaient que les gens retournent littéralement chez eux parce que c'était plus facile de les bombarder à cet endroit-là. Une méthode qui est évidemment imprécise. Là. Souvent, les bombardements arrivent 2-3 heures après que tu l'aies appelé sur un endroit, tuant parfois des dizaines, voire des centaines de civils innocents sur place. Mais même ça était un peu mesuré là, dans l'opération. C'est-à-dire que selon l'importance du joueur du Hamas, on faisait une évaluation du nombre... C'est terrible, l'oreille sensible s'abstenir, mais on faisait une évaluation du nombre de victimes collatérales acceptables. Donc, si c'est un petit joueur du Hamas, ou on pense que c'est un petit joueur du Hamas... Une dizaine de personnes qui meurent, c'est correct. Mais plus que ça, on le tirera pas. Là. On lancera pas la bombe. Voilà. Ça serait trop de victimes collatérales pour ce cas-là. Mais pour un plus gros joueur du Hamas, un stratège important du Hamas, là, on va être prêt à sacrifier plus de victimes innocentes. C'est ce qui est rapporté, Mario, par les témoignages directement dans une enquête fleuve, là, énorme texte publié par le 972 Magazine, qui vaut la peine d'être lu, puis qui nous fait poser toutes sortes de questions. Mario, on le sait que l'intelligence artificielle, toutes les nouvelles technologies de l'histoire humaine, ou presque, ont trouvé leur application numéro 1 dans l'industrie militaire ou émergent de l'industrie militaire. Et là, on a une autre occasion. C'est un secret de polichinelle, on se comprend, qui est l'utilisation de l'IA dans les technologies militaires. Mais de les voir appliquer déjà sur le terrain dans une opération qui est, à ce jour, là, devenue plus que controversée. Et qui officiellement, le but théorique annoncé de ça, c'est que l'intelligence artificielle permette de mieux cibler et de faire moins de victimes collatérales. C'est ça l'objectif. L'objectif annoncé, c'est celui-là. De dire, regarde, on ne tire pas à tort et à travers. On a un système avec l'intelligence artificielle. On cible les bonnes personnes. On fait moins de victimes collatérales. Maintenant, dans l'exécution, est-ce que c'est ça qui est arrivé? La question se pose. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.